La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Le Conseil des aînés de la région des Appalaches tenait récemment une conférence de presse au cours de laquelle a été lancée la programmation officielle du projet Résurgence, présenté dans le cadre du programme Québec, Amis des aînés. Résurgence vise à permettre aux personnes aînées isolées ou vivant en résidence de reprendre en douceur leur vie sociale par le biais des arts. TV-CRA était sur place lors de cette conférence de presse et nous entendrons tour à tour la coordinatrice du Conseil des aînés, Mme Renée Blais, qui sera suivie de Mme Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, et Mme Renée Blais reviendra nous parler à nouveau de ce programme. Alors, le Conseil des aînés, porté par sa mission d'agir ensemble afin d'améliorer les conditions de vie des aînés de la région de Thetford, est préoccupé par les impacts qu'a laissé la pandémie sur cette clientèle, impacts provoqués par les confinements et l'absence de vie sociale sur une longue période. À la suite de cette réflexion, le projet Résurgence a pris naissance, visant la réintégration progressive d'activités sociales pour ces personnes. Un sous-comité a été formé pour structurer ce projet. Il est composé de la présidente du Conseil des aînés, Mme Nicole Champagne, de Mme Mélissa Leclerc et de messieurs Maurice Grégoire et Mario Dufresne. Ce projet permettra de déployer une programmation artistique principalement offerte aux aînés en milieu de vie collective et autres en situation d'isolement. Les activités seront adaptées au degré d'autonomie des personnes et se dérouleront sur une période approximative de 10 mois, soit de la fin mars à septembre prochain. Il a comme objectif de favoriser une participation active des aînés à l'intérieur des activités proposées, c'est-à-dire à titre d'acteurs et non simplement spectateurs, permettant ainsi de favoriser la reprise de confiance dans leur capacité à se réintégrer socialement et à retrouver leur plaisir. M. Mario Dufresne a été chargé de solliciter, comme il le dit, plusieurs organismes de la région liés au domaine des arts pour connaître leur intérêt à proposer des ateliers, et la réponse fut des plus positives. C'est à ce moment-ci que moi, je reprends le flambeau à titre de coordonnatrice du projet pour assurer la réalisation de l'ensemble des activités. Le lancement du projet débutera à la fin mars par une activité de rassemblement lors d'un bingo qui sera présenté sur les ondes de la TV-CRA. Et je vais vous présenter maintenant les autres activités et promoteurs. Alors, dans votre pochette, vous avez un petit visuel de l'ensemble des domaines qui sont touchés et des organismes et personnes qui sont concernés par le projet. Alors, en haut à droite, première activité, le lancement, comme je disais, avec le bingo, offert par la TV-CRA. Il y a dans le domaine de la musique, il y aura le projet qui s'appelle « On monte sur scène » avec l'Association québécoise des loisirs folkloriques de Thetford. Je pense qu'il est représenté ici avec Mme Lynn et M. Carl. Le projet « T'accompagner » avec l'artiste Patricia Marcoux. Le projet « Chansonnier autour d'un feu de camp » avec M. Patrick Jacques et M. Sylvain Gagnon. Au niveau des arts visuels, il y aura une réalisation d'une fresque avec l'organisme Les Créatifs,
qui est chapeautée par Mme Raphaël Comte. Il y aura une activité cinéma avec le documentaire Le quartier d'où je viens, qui sera animé par Mario Dufresne. Au niveau du théâtre, une création collective avec les Cabotins. Principalement, la maître d'œuvre sera Mme Suzanne Bradette-Gérard. Un spectacle de magie avec Magie Éric Paquette. Et finalement, une activité d'écriture, un atelier d'écriture avec Mme Danielle Dussault, autrice, qui sont, comme Mario le disait, tous des artistes de la région. Ce qu'on souhaite, en tout cas, c'est varier les lieux. Il y a des activités qui seront très rassembleuses au niveau de la région, de la ville, dans les différentes localités. Entre autres, ce qui va se passer avec l'association folklorique, de l'Association québécoise des loisirs folkloriques. Alors ça sera des activités au large public qu'on avait prévues, en tout cas, principalement à Thetford, d'Israélie, Breton. Dans d'autres types d'activités, on va cibler des RPA ou des HLM, là, un groupe de HLM. Ce qu'on souhaite finalement, c'est de donner la chance aux différents lieux collectifs et à la population en général d'avoir accès à des activités. Fait qu'il y a des activités qui sont priorisées dans certains RPA et d'autres pour d'autres milieux de vie, comme des CHSLD, des choses comme ça. Fait que le programme, on va essayer de l'élargir le plus possible pour que le maximum de personnes soient rejointes. Pendant la pandémie, là, tout le monde a souffert, et tout particulièrement les personnes âgées. Donc, c'est un beau projet que vous faites, et il y a une belle variété aussi. Donc, je pense que c'est un projet de qualité. Et je suis très, très fière qu'on puisse participer à ça. Ça touche l'ensemble des domaines, si on veut, là, du domaine artistique. Donc, on parle de musique, de chansons, on parle d'art visuel avec la création d'une fresque, avec tout ça en lien avec les organismes concernés, bien évidemment. On parle on parle de théâtre, de réalisation d'une création collective, un spectacle de magie, un atelier d'écriture avec Mme Danielle Dussault. Et dans la musique, il y a différents organismes de la région là, qui vont contribuer. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va multiplier ces activités-là. On cible des lieux, bien entendu, des lieux collectifs, offerts aussi à la population en général, mais on va multiplier pour desservir, comme Mme Champagne disait, l'ensemble de la MRC, mais aussi plusieurs activités qui vont se répéter pour donner la chance au plus grand nombre de personnes d'y participer. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, se réjouit de l'aide financière de 46 372 $ accordée au musée minéraux de Thetford Mines afin de favoriser l'accessibilité des lieux aux personnes ayant une incapacité. Cette contribution gouvernementale est accordée dans le cadre du programme d'accessibilité des établissements touristiques du ministère du Tourisme, dont la gestion est confiée à l'organisme qui roule. Depuis son lancement, le programme d'accessibilité aux établissements touristiques a connu un important succès et a permis de soutenir la réalisation de 108 projets grâce à une enveloppe totale de 5 millions de dollars. Mme Isabelle Lecourt a déclaré que l'accès aux lieux touristiques et culturels dans Lotbinière-Frontenac s'avère primordial et qu'elle est heureuse que le musée minéraux puisse faciliter l'accès à ces espaces grâce à cette aide financière. Sachant que ces montants serviront à faciliter l'accès aux espaces et au contenu historique du musée minéraux aux personnes à mobilité réduite, je ne peux que me réjouir de cette excellente nouvelle, a déclaré Mme Lecourt. Kéroul est un partenaire privilégié du ministère du Tourisme en matière d'accessibilité touristique depuis 1987. Ce programme a pour objectif de permettre aux entreprises touristiques d'obtenir un soutien financier pour la transformation ou l'amélioration
de leur infrastructure afin de les rendre accessibles ou de bonifier l'offre déjà accessible. À la suite d'une recommandation du ministère de l'Éducation, le Centre de services scolaires des Appalaches a entrepris l'automne dernier et a complété dernièrement l'installation des lecteurs de dioxyde de carbone à l'intérieur de tous ces établissements. Ces appareils visent à assurer un suivi rigoureux de la qualité de l'air intérieur et permettent d'évaluer la concentration de CO2 dans les salles de classe. Ils mesurent également la température et l'humidité relative. Les données ainsi recueillies permettent de cibler les endroits où des correctifs doivent être apportés le cas échéant. La cueillette et l'analyse de ces données fournissent également un portrait en temps réel des paramètres de confort. Le CO2 est un produit naturellement émis par la respiration humaine et que la présence dans les locaux scolaires n'occasionne pas d'effet sur la santé. Le CO2 représente toutefois un indicateur de la qualité de la ventilation et un indicateur de confort. Le ministère vise une concentration quotidienne moyenne de CO2 inférieure à 1000 parties par million. Cette cible est utilisée pour orienter les travaux d'amélioration de la qualité de l'air dans les établissements scolaires au cours des prochaines années. À noter qu'une concentration moyenne quotidienne de CO2 inférieure à 1500 parties par million est un indicateur d'une ventilation adéquate. Les données des lecteurs de CO2 sont recueillies de manière centrale au ministère de l'Éducation, lequel établit les moyennes. Les premiers résultats pour la période du 14 au 18 février dernier, et ce pour 22 des 24 établissements du Centre de services scolaires des Appalaches, viennent tout juste d'être transmis. Les données recueillies révèlent une concentration quotidienne moyenne de CO2 de 977 parties par million. Parmi les 427 classes recensées, 56,9% affichaient une concentration inférieure à 1000 parties par million, tandis que 37,2% obtenaient une moyenne se situant entre 1000 et 1500 ppm. Seulement 5,9% des locaux affichaient un taux oscillant entre 1500 et 2000 ppm. Une analyse plus approfondie sera exécutée dans ces cas afin d'apporter des correctifs permettant d'améliorer la qualité de l'air à ces endroits. Ces premiers résultats permettent de constater que la vaste majorité des établissements du Centre de services scolaires répondent aux normes exigées, de mentionner M. Jean Roberge, directeur général. Ce dernier poursuit en mentionnant que la direction du centre entend par ailleurs poursuivre ses efforts afin d'y améliorer encore davantage la qualité de l'air. Prenons maintenant quelques instants pour la capsule linguistique habituelle. Faut-il employer email ou courriel? Le langage relatif au domaine informatique était à l'origine en anglais. Il faut avouer que la contribution du Québec pour créer un vocabulaire francophone à ce niveau a été remarquable. C'est notamment le cas pour le mot courriel. Le mot courriel est le résultat de la contraction de courrier et électronique. D'origine québécoise, on le retrouve dans les dictionnaires courants depuis 1990 environ, alors qu'il a fallu attendre à 2003
avant qu'il ne soit accepté officiellement dans les documents en France. Ce terme a même été rendu obligatoire en France pour les textes officiels depuis le 20 juin 2003 par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Les mots « email » avec trait d'union, « email » sans trait d'union et « mail » sont aussi des anglicismes déconseillés. Dans le même ordre d'idées, on retrouve le mot « pourriel » pour « poubelle » et « courriel ». C'est avec enthousiasme que la MRC des Appalaches accueille l'annonce du gouvernement du Québec de transférer d'ici 2028 5 000 postes de l'administration publique dans les régions de la province. La MRC des Appalaches figure parmi les régions du Québec où un bureau gouvernemental partagé sera implanté, plus précisément dans sa ville-centre à Thetford Mines. La préfète de la MRC des Appalaches, Mme Jacinthe Patry, se réjouit face à ce plan de régionalisation de la fonction publique qui s'avérera certainement bénéfique pour favoriser davantage le développement économique et social de la région. Et Mme Patry dit aller de cette affirmation, la création de nouveaux emplois de qualité incitera sans aucun doute de nouvelles familles à venir s'installer dans nos belles municipalités, ce qui aura des impacts positifs sur l'économie régionale et sur le dynamisme social. L'intention du gouvernement du Québec vient également appuyer les efforts des dernières années en matière de revitalisation territoriale de la région. La qualité de vie que nous retrouvons dans la MRC des Appalaches est incomparable. Les professionnels qui viendront s'établir chez nous tomberont sous le charme de notre vaste et magnifique territoire et je tiens à ce qu'ils sachent que nous les accueillerons avec bonheur, de conclure Madame Patry. Le club Rotary de Thetford Mines est à la recherche d'organismes qui souhaiteraient bénéficier d'une partie des profits générés par le souper annuel au crabe nommé Rotacrab. Les organismes doivent offrir des services dans la MRC des Appalaches et leur mission sera évaluée au mérite pour la sélection des bénéficiaires. Sous la présidence d'honneur de Mme Véronique Jacques, copropriétaire et directrice de Clich Auto Ford Thetford, le club Rotary tiendra cette année la 5e édition de son Rotacrab le samedi 7 mai prochain. Cette activité a permis, en 2019, lors de la dernière édition, d'amasser une somme d'environ 40 200 $ qui a été répartie entre 5 organismes venant en aide à des gens de notre région, dont le club Rotary. Les organismes doivent postuler en expliquant leur mission, en indiquant le nombre de gens qui pourraient bénéficier de biens ou de services grâce à cette somme d'argent et en fournissant une copie de leur budget prévisionnel de leur exercice financier. Notez que les organismes retenus devront fournir 4 bénévoles lors de la soirée afin de venir en aide aux diverses équipes assurant le déroulement de la soirée. Vous devez soumettre votre candidature au plus tard le 24 mars à 16 h par courriel à l'adresse Marie-Josée Chabot à commercial avocat avec un S chabot.com.
Jeudi le 24 février dernier, vers 13h45, les sergents détectives du service de police de Thetford étaient en surveillance devant une résidence de la rue Rousseau, où ils se préparaient à effectuer une perquisition en matière de stupéfiants. Après quelques instants, un véhicule conduit par un homme connu du service de police est arrivé sur place et s'est enlisé dans le banc de neige devant la résidence visée. Ce dernier est sorti du véhicule pour vérifier l'état de la situation. Il était seulement vêtu de sous-vêtements et de bottes. 2 patrouilleurs sont allés vérifier l'état de ce conducteur qui venait de réintégrer son poste de conduite. Celui-ci a fait fi des demandes des policiers d'arrêter ses manœuvres et de sortir du véhicule en ne coopérant pas. Les agents ont dû avoir recours à l'utilisation de l'aérosol capsique, connu sous le nom de poivre de Cayenne, pour réussir à le sortir de force et à l'amener au sol afin de procéder à son arrestation et de lui passer les menottes. Après être arrivé au poste de police, le conducteur a échoué aux épreuves de coordination des mouvements devant un agent évaluateur et un échantillon d'urine a été exigé. Francis Perrault, un Thetfordois âgé de 43 ans, est demeuré détenu et a comparu par visioconférence vendredi le 25 février sous les accusations de voies de fait sur un agent de la paix et d'avoir résisté à son arrestation. À la suite de sa comparution, l'accusé a été libéré sous ordonnance de remise en liberté assortie de diverses conditions. Il devra être présent à la Cour le 18 mars prochain pour la suite des procédures. Il lui est notamment interdit de communiquer avec les policiers impliqués directement dans ces dossiers, sauf dans le cadre de leurs fonctions, et de faire référence à ces agents de quelconque façon sur les réseaux sociaux et de conduire tout véhicule moteur au Canada. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être à nouveau à l'écoute la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.